Retour au calme aux Comores après 4 jours de tir entre l'armée et les rebelles. Le président Azali Assoumani promet l'impunité à ceux qui rendront leurs armes. Visite de Jean-Yves Le Drian au Burkina Faso. Il est porteur d'un message de soutien à la lutte contre le terrorisme. Inculpation de 7 dirigeants sportifs au Kenya. Parmi eux figure l'ancien ministre Hassan Wario. Les 5 journalistes enlevés travaillent pour Africa News, un tri hebdomadaire paraissant à Kinshasa. Leurs ravisseurs seraient des policiers habillés en civil. Des hommes en tenue civile se sont présentés à la rédaction et ont enlevé, je parle enlevé, donc ils ont kidnappé les 5 confrères qui sont restés à la rédaction pour le marbre. Et ils ont été conduits vers une destination inconnue. À en croire le rédacteur en chef d'Africa News, ces enlèvements sont en lien avec un article publié dans le journal. Nous avons publié un article relatif à l'enquête initiée par l'inspecteur général de la police nationale congolaise sur les détournements des rations des élèves policiers. Cet incident qui survient à quelques semaines de l'élection présidentielle du 23 décembre est fortement dénoncé par l'Union nationale de la presse du Congo. Il y a eu une vingtaine de journalistes qui ont été inquiétés, soit arrêtés, soit emprisonnés. Alors nous sommes en train de nous battre pour que cela puisse être arrêté définitivement avant que nous entrions dans la campagne électorale. Reporters sans frontières, qui dénonce également une vague d'arrestations arbitraires en RDC, demande la remise en liberté immédiate des 5 journalistes. Notons que Kinshasa occupe la 154e place sur 180 dans l'édition 2018 du classement de la liberté de la presse établi par cet organisme international. Dans une allocution délivrée à la télévision publique burundaise, le ministère de la Sécurité publique accuse Pierre Célestin Ndikumana, président du groupe parlementaire d'opposition Amizero Yabarundi, d'avoir planifié l'élimination du président Pierre Nkurunziza ainsi que celle d'autres hautes personnalités burundaises. Selon le porte-parole du dit ministère, il s'agit d'un complot visant à éliminer le président burundais, mais aussi son vice-président Gaston Sidemo, le deuxième vice-président Joseph Boutoré et le président de l'Assemblée nationale Pascal Nyamenda. La tâche aurait été confiée à un commando dont 3 membres présumés ont déjà été arrêtés. Parmi eux figure un homme qui a travaillé comme domestique pendant quelques mois en 2015 chez Pierre Célestin Ndikumana. Cet ancien domestique aurait avoué avoir été recruté par l'opposant dans le but de perpétrer les assassinats déjoués. L'homme aurait par ailleurs avoué avoir tenté d'assassiner début octobre un couple de députés du parti au pouvoir, toujours sur l'instigation de Pierre Célestin Ndikumana. Ce dernier évoque pour sa part un montage grossier qui vise à l'intimider et à le faire taire. C'est une insulte à mon intelligence que de dire que je voulais faire un coup d'État et décapiter les institutions avec 3 domestiques de maison, s'est-il offusqué. Du côté de l'Assemblée nationale, on assure qu'une procédure de levée d'immunité parlementaire va être lancée incessamment contre sa personne. Parallèlement, l'enquête va se poursuivre selon la police pour identifier toutes les personnes qui sont derrière le complot allégué. Dirigée par l'ex-rebelle Hutu Agathon Rwasa, la coalition des indépendants Amizero Yabarundi est considérée comme le principal rival du CNDD-FDD du président Pierre Nkurunziza. Plusieurs ONG locales et internationales ainsi que les Nations Unies ont déjà dénoncé à maintes reprises la terrible répression qui frappe ses partisans depuis 2010. La décision en question ne nous étonne pas. Et nous avons à la tête de notre État des gens qui ont embastillé le Conseil supérieur de la magistrature afin de peser
d'orienter les décisions de justice, empêcher les hommes et les femmes de droit de dire réellement le droit. Voilà ce qui s'est passé hier. Ce fut une manifestation honteuse et qui traduit l'intrusion du pouvoir exécutif dans le judiciaire. Notre démocratie est en deuil. Ils ont obtenu une décision, mais la bataille judiciaire ne fait que commencer. Ce qui est fait aussi pour nous distraire, mais nous tenons encore. Nous demandons par la même occasion à tous les Béninois, épris de paix et de justice, de rester sereins. Je demande à nos militants et à nos sympathisants d'être sereins. Sébastien Adjavon est certes hors du territoire national, mais nous gardons contact, nous gardons espoir que cette décision n'est pas une décision finale et seuls par nos luttes, par le travail sur le terrain, nous allons pouvoir gagner la bataille. Après 4 jours d'affrontements entre rebelles et forces régulières dans Mounsamoundou, la vie reprend timidement son cours normal dans la capitale de l'île comorienne d'Anjouan. Ce vendredi, les populations ont vaqué normalement à leurs occupations et les commerces ont rouvert leurs portes. Selon un protocole d'accord signé entre le gouvernement comorien, l'exécutif de l'île d'Anjouan contrôlé par l'opposition et une délégation de la ville de Mounsamoundou, le président Azali Assoumani est disposé à accorder l'immunité à toute personne civile qui rendra son arme aux notables qui les remettront ensuite à l'armée. La seule condition que nous avons demandé à ces notables-là, que c'est à eux maintenant d'aller réunir leurs enfants, nos frères, parce que j'en fais partie, et de leur dire la vérité. Parce qu'ils ont une seule chose qu'ils demandent. Quel serait leur sort après avoir rendu les armes? Nous leur donnons la garantie, je l'ai dit d'une manière solennelle. Le président l'a dit, ces gens-là ne seront pas punis. Selon le protocole d'accord, les armes devraient être remises entre 6h du matin et 18h ce vendredi. Un délai jugé trop court par les rebelles. Ils auraient souhaité que le président Azali accepte une prorogation du délai. Depuis le référendum constitutionnel du 30 juillet dernier, le climat politique s'est dégradé aux Comores. Les opposants accusent le président Assoumani de se comporter en dictateur de république bananière et de vouloir se maintenir au pouvoir. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a réitéré à l'issue d'un long entretien avec le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré ce vendredi à Ouagadougou la disponibilité de la France à aider à la sécurisation du Burkina Faso, touché par des attaques djihadistes récurrentes. Pour redire de la part de la France et de la part du président Macron combien nous sommes solidaires et disponibles. Solidaires dans le combat, disponibles dans l'action, pour faire en sorte que ce combat contre le terrorisme, qui est un combat commun, puisse donner des résultats. On a toujours pensé que c'est un problème dans le désert, c'est arrivé au Sahel et ça peut arriver au niveau des côtes en Afrique de l'Ouest, parce qu'on parle maintenant d'attaque à la frontière avec le Bénin, et le Bénin ce n'est plus le Sahel. Donc on doit rester soudés, on doit se serrer les coudes avec nos forces qui sont des forces alliées dans notre zone, principalement les Français avec la force Barkhane. Jean-Yves Le Drian s'est ensuite rendu à l'inauguration de la Maison de l'innovation et de la jeunesse, nommée La Ruche, qui doit catalyser l'interaction entre les jeunes talents, les start-up du numérique ainsi que l'offre française d'enseignement supérieur. C'est la suite du discours du président Macron à l'université Kizerbo. La France croit aux capacités de la jeunesse burkinabé et le démontre en contribuant à mettre en œuvre ce lieu qui est un lieu de création, d'innovation et de création du Burkina de demain. Longtemps épargné par les groupes armés actifs au Sahel, le Burkina Faso est confronté depuis mars 2015 à des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières.
peu plus d'une semaine après son spectaculaire enlèvement à Dar es Salaam, le milliardaire tanzanien Mohamed Dewji a annoncé ce samedi sur le compte Twitter officiel du groupe qu'il dirige avoir été libéré dans la nuit de vendredi à samedi et être rentré chez lui sain et sauf. Considéré comme le plus jeune milliardaire du continent africain, Mohamed Dewji avait été kidnappé par des inconnus très tôt le matin le 11 octobre dernier, alors qu'il entrait dans la salle de sport d'un hôtel de la capitale économique de la Tanzanie. Selon la police de Dar es Salaam, des étrangers avaient tiré en l'air avant de le faire entrer de force dans leur véhicule, un tout-terrain bleu foncé. On ignorait dans un premier temps si une rançon avait été payée. Interrogé par le Wananchi, le chef de la police de Dar es Salaam, Lazaro Mambo Sassa, a indiqué s'être déjà entretenu avec Mohamed Dewji. Ce dernier lui aurait notamment dit s'être retrouvé 15 minutes à peine après son enlèvement dans une chambre d'un complexe sportif de la capitale économique de la Tanzanie. Selon la même source, les ravisseurs parlaient une langue africaine. Ce vendredi, le chef de la police avait indiqué que sur les 27 personnes arrêtées dans le cadre de l'enquête, 8 seulement étaient encore entre les mains de la police. L'ancien ministre kenyan des Sports Hassan Wario et 2 autres fonctionnaires sont officiellement accusés de corruption dans le cadre des Jeux Olympiques de Rio de 2016. C'est la sentence de la justice dans ce dossier qui a éclaté lundi, impliquant 7 sportifs et dirigeants de sport au Kenya. 4 d'entre eux se sont présentés lundi déjà devant le tribunal de Nairobi qui les a inculpés. 3 étaient absents, dont Hassan Wario, actuel ambassadeur du Kenya en Autriche, et Kipchoge Keino, double champion olympique de demi-fond et ex-président du comité olympique kenyan. Le juge Douglas Ogoti a prévenu qu'il lancerait un mandat d'arrêt à destination des 3 absents s'ils ne se présentaient pas d'eux-mêmes devant la justice avant jeudi. Les accusés présents ont plaidé non coupables et ont été libérés sous caution. Les 7 dirigeants doivent répondre d'accusations d'abus de pouvoir et de non-respect des lois sur la gestion des fonds publics en lien avec le détournement de plus de $500 000 lors des Jeux Olympiques de 2016. La corruption est fréquente au Kenya, où des millions de dollars d'argent public sont détournés chaque année. Aux Jeux Olympiques de 2016, des tenues d'athlètes kenyans avaient également été volées par des officiels. Une arrivée de champions et un optimisme débordant. Ça, c'est la vague démocrate, celle qui va déferler ici et dans tous les États-Unis. Harley Rouda mène la bataille démocrate dans le comté d'Orange, bastion républicain du sud de Los Angeles. Et il s'attaque à une montagne. Sa circonscription est dirigée par le Parti républicain depuis 47 ans. Pourquoi je pense pouvoir gagner? Car la démographie change et aussi parce que le Parti républicain a pris un virage très à droite. Et les gens veulent des candidats qui se rapprochent du centre, qui pensent d'abord à eux et au pays. Alors les bénévoles du parti, parfois tout juste en âge de voter, battent le pavé des quartiers cossus, à la rencontre des déçus de Donald Trump. Objectif, les faire changer de bord. La difficulté, c'est de convaincre les républicains très à droite, de les inciter à se recentrer et pourquoi pas de voter pour une fois pour un démocrate. Trump est le symbole du Parti républicain en ce moment et certains républicains ne l'aiment pas du tout. Certains républicains et surtout des républicaines. En Californie, les propos du président sur les femmes ont du mal à passer. Dans sa villa luxueuse, avec vue sur le Pacifique, Catherine, républicaine depuis toujours, assure qu'elle cochera les cases démocrates sur son bulletin de vote. Trump considère les femmes comme des objets. Il croit qu'il peut faire ce qu'il veut car il est riche et puissant. Je pense qu'il est vraiment raciste, qu'il a divisé le Parti républicain sur la religion, le genre, l'orientation sexuelle. Il est nuisible au Parti républicain. Je pense qu'il a changé le parti pour toujours. D'après les sondages, les 7 circonscriptions du comté d'Orange pourraient être démocrates le soir du 6 novembre. Une vague bleue inédite au bord du Pacifique et peut-être décisive au niveau national.